Bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus ce soir pour la conférence sur l'inflation. Donc, l'idée étant d'évoquer en fait quels sont les impacts de cette inflation sur le patrimoine de vos patrimoines et le patrimoine de tous les Français à l'heure actuelle. Donc, je représente la société Alsace Famille et Office, qui est une filiale de groupe Cofimé et spécialisée en gestion de patrimoine. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt de cette réunion, c'est l'impact de l'inflation. C'est une nouvelle donnée dans l'économie mondiale sur 2022. L'idée étant de vous présenter cet impact sur les deux volets du patrimoine d'un particulier, à savoir la partie immobilière et la partie financière. Donc, pour évoquer la partie immobilière, on suivra les explications de Fanny D'Alessandro, donc qui est experte en investissement immobilier à travers le réseau via la plateforme Patrimoine. Et la deuxième partie, ce sera un échange avec Christophe Brochard, donc qui est CGP sur Strasbourg et qui s'occupe de la gestion d'actifs et contrats d'assurance vie d'Alsace Family Office. Donc une petite introduction pour vous cibler un petit peu la situation. Concrètement, en fait, suite au Covid que nous avons tous connu, nous avons dû adapter nos modes de travail, nos modes de vie, et donc faire preuve d'une grande adaptabilité. Tout cela a beaucoup impacté notre façon de vivre, mais aussi l'économie mondiale. Et en fait, il y a un élément que personne n'avait vu venir, puisqu'on la disait disparaissante depuis 40 ans, c'est l'inflation. Et donc c'est vraiment cet événement-là qui est apparu en 2022 et qui a surpris beaucoup d'intervenants financiers, puisque on n'avait pas l'habitude de vivre, de gérer de l'argent ou de dépenser de l'argent avec cet événement qui est l'inflation. Donc, comme je vous le disais, ça a surpris beaucoup de monde. Aux États-Unis, il faut savoir qu'on a eu une inflation qui a pu atteindre 10%, alors que les taux de la Banque centrale américaine, la Fed, étaient à 0. Donc, ça fait un écart qui est juste énorme. Et donc, face à cette nouveauté, les banques centrales ont dû adapter leur politique, et elles avaient trois possibilités. Donc, c'était soit une inflation qui augmentait, soit une inflation qui restait stagnante, soit une inflation en baisse, sachant qu'évidemment, tout le monde espérait que d'elle-même, l'inflation reste stagnante ou baissière, mais évidemment, voilà, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, elles ont dû adapter leur politique monétaire et donc prendre des décisions, chacune à tour de rôle. Donc, quelles ont été les politiques qui ont été choisies par les banques centrales, sachant que la première de mémoire à avoir dégainé, c'était la Fed, début 2022. Eh bien, elles ont décidé de prévoir une hausse de leur taux directeur. Et l'objectif de cette hausse, c'est bien évidemment de casser la courbe ascendante de l'inflation. Quelles en sont en résumé les conséquences, puisque je pense qu'il y en a encore d'autres, mais les principales, c'est déjà un coût de crédit qui est plus cher, évidemment, et en parallèle, une épargne dite sans risque qui se valorise aussi et qui a un taux de rendement plus élevé. Vous le voyez bien, le livret A a atteint plus de 2%, on parle de 3% bientôt. C'est clairement de l'épargne sans risque qui est rémunérée. Le problème de cette hausse de taux sur l'économie globale, c'est qu'elle est récessive. C'est-à-dire que les acteurs économiques, les particuliers, les professionnels, ne font plus d'emprunts, n'investissent plus, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils épargnent. Et évidemment, ils épargnent aussi parce que le rendement de l'épargne sans risque est plus élevé. Donc, on est vraiment dans un système d'épargne de consommation, tout le contraire de ce qu'on a connu depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment là où il y a une vraie différence par rapport à ce qu'on a pu connaître. Pour revenir au sujet du jour, donc les impacts sur l'immobilier. À mon sens, ils sont en prémisse et je pense qu'ils vont encore se développer. Pour moi, c'est une vraie réduction des financements bancaires qui sont accordés. Et forcément, la limitation des financements bancaires va rendre les ventes plus compliquées. Donc les vendeurs n'auront plus forcément la main sur leur prix de vente. Mais par contre, en parallèle, on va avoir des acquéreurs qui, eux, seront plus qualitatifs, plus rares, mais plus qualitatifs, avec une certitude de financement quasi à 100%.
je parlais éventuellement d'un dégonflement de la bulle immobilière, du fait de la baisse des taux constante depuis des années. Forcément, tout le monde quasiment a pu emprunter à taux bas, ce qui fait que tout le monde a au moins acheté sa résidence principale, un investissement financier, un investissement locatif. Et donc, clairement, ça a créé un système de bulle. La demande étant supérieure à l'offre, voilà, ça a été le prix qui a défini les règles du jeu. Et donc, est-ce qu'on va repartir dans l'autre sens grâce à cette augmentation de taux ? Peut-être. Les impacts sur le financier, la hausse des taux rend donc certains actifs à nouveau attractifs. Les obligations, donc les emprunts d'État ont un taux qui augmente. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à se placer sur ce type d'actifs. Et certaines zones géographiques ont une politique financière qui est différente de l'Europe, qui peut peut-être mieux rebondir. Les États-Unis se sont positionnés beaucoup plus tôt sur une hausse des taux. Certains pays des BRICS, donc l'Inde, etc., ont tout de suite aussi augmenté leurs taux. Donc il y a aussi une stratégie géographique à avoir sur le financier. Et donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y aura pas un dégonflement de la bulle sur les actifs qui sont liés au taux ? Forcément, avec cette hausse, ça peut avoir un impact. Et donc, un deuxième impact, c'est réfléchir à une réallocation de son portefeuille. On ne réfléchit plus de la même façon maintenant avec le retour de l'inflation qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, en résumé, le retour de l'inflation implique une réorientation du patrimoine, aussi bien sur l'immobilier que sur le financier. Et l'idée étant de ne pas subir. L'idée étant de rester actif, d'agir pour contrecarrer ces effets de l'inflation, les minorer au maximum, sans prémunir. Donc les questions que peuvent se poser les investisseurs, c'est quel est le rendement de mon bien immobilier actuellement, net de fiscalité, ainsi de suite, combien je gagne. Ça, souvent, on ne le maîtrise pas, les particuliers, souvent, ne le maîtrisent pas. Faut-il le vendre ? On arbitre ou pas ? Je dispose de liquidités, dois-je investir ? Grosse question du moment, beaucoup de questions de ce type-là sur 2022. Et vu le contexte actuel, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais sur l'IMO ? Est-ce que je vais sur du financier ? Mais quel type de bien dans ces 2 cas ? Donc voilà, il y a vraiment des gros points à éclaircir. Et donc c'est là que je fais intervenir donc 2 spécialistes, chacun dans son domaine. A priori, on ne pourrait pas les interchanger. Donc voilà, Fanny sur la partie immobilière et Christophe sur la partie financière pour expliquer un petit peu comment ils voient les choses et quelles sont les solutions qui existent après. Voilà. Alors, moi, c'est donc Fanny D'Alessandro. Je suis aussi conseillère en gestion de patrimoine, associée au sein du cabinet VIA, la plateforme patrimoniale. Et ce soir, je vais vous parler d'immobilier. L'immobilier, comment est-ce qu'elle se comporte dans cette période d'inflation, sans parler de crise, mais cette période d'inflation. On verra que c'est des choses assez cycliques et on va se baser un peu sur des données passées pour voir comment on peut présager du futur. Alors, évidemment, Dorothée l'a bien introduit, on est là pour trouver des solutions de comment protéger et valoriser son capital en période d'inflation. On a tendance à faire vraiment une dichotomie entre le financier et l'immobilier. Ce ne sont pas 2 actifs qui s'opposent, mais qui sont souvent très complémentaires. Donc, l'analyse de départ, c'est déjà comment est constitué votre patrimoine et comment on va pouvoir finalement vous aider à être le plus complet et diversifié. Au programme, évidemment, qu'est-ce que l'inflation ? Même si tu en as parlé, je reviendrai juste sur quelques notions de base. Qu'est-ce que signifie se protéger de l'inflation ? On fera des focus très rapides, mais qui sont quand même des fondamentaux sur qu'est-ce qu'un rendement, qu'est-ce qu'un rendement net, qu'est-ce qu'un rendement brut, net de fiscalité, on en a parlé. Et finalement aussi, comment se comporte l'immobilier en fonction de la typologie du bien, en fonction du mode de détention et aussi en fonction, bien sûr, du mode de gestion qui est primordial en cette période d'inflation. Et on viendra sur des exemples concrets aussi. Alors, l'inflation, c'est quoi ? Évidemment, on revient sur une loi de base économique qui dit que le prix est défini en fonction de l'offre et la demande. L'offre et la demande, plus l'offre est rare, plus mon prix va augmenter. L'inflation, aujourd'hui, elle connaît un rebond depuis 2022. En France, on est à 6,8% à décembre 2022. On a une moyenne en zone euro à 8,9%. Ce taux d'inflation, on a des prévisions qui sont plutôt
On a interrogé la Banque de France, la BNP, le Crédit Agricole, etc. En 2023, elle devrait être stable autour des 5,6%. Ce qui veut dire c'est qu'une inflation est en train de s'installer. On n'a pas, les économistes d'aujourd'hui n'ont pas de boule de cristal et on ne sait pas comment les 10 prochaines années, mais ce qui est sûr, c'est que 2023 risque d'être encore en période d'inflation stable. D'où vient cette inflation? Les origines, on a eu une première secousse qui a été en 2020, l'année Covid. Le Covid a été un vrai chamboulement entre l'offre et la demande, une déstabilisation des modes de travail, des chaînes logistiques, puis la reprise du Covid avec les politiques monétaires qui ont été mises en place, qui ont complètement désorganisé cette offre et la demande. Et bien sûr, le phénomène accélérateur qui a été la guerre en Ukraine, qui a créé un vrai choc énergétique et un choc lié aux matières premières. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour combattre l'inflation avec un retour autour des 5,5-6%, il faut trouver des placements qui combattront les 5,5-6%. Voilà, donc c'est tout le challenge de ces prochaines années pour aller, non pas, on va dire, valoriser vos actifs, mais au moins les protéger face à l'inflation. L'immobilier, de base, est quand même une valeur refuge, a toujours été considéré comme une valeur refuge. Et là, je vais parler de choses qui est très importante dans l'immobilier. L'immobilier est revalorisé chaque année en fonction d'un indice. L'indice, quand on est dans du résidentiel, c'est donc l'indice de référence des loyers du logement qui suit la courbe de l'inflation. C'est revalorisé. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un des seuls actifs justement qui suit cette revalorisation et suit l'inflation. C'est pas la même chose quand on est dans du commerce, quand on loue des biens commerciaux ou des biens dans le tertiaire, où on aura plutôt un suivi de l'inflation autour des 50%. Alors si je devais vous présenter deux graphiques ce soir en 1 minute, ce serait cela, puisque vous voyez comment se comportent finalement les loyers et la valorisation des biens en fonction de l'inflation depuis 2004. Et c'est très clair, vos biens immobiliers suivent très clairement les courbes de l'inflation. D'où l'importance de bien sélectionner effectivement son logement, mais aussi d'aller vers des actifs immobiliers pour diversifier ses investissements. Ce qui est aussi important de remarquer, c'est qu'en fonction de la typologie d'immobilier, vous allez avoir des rendements qui sont complètement différents. Quand vous investissez en logistique versus des obligations ou des actions, vous voyez bien que vous multipliez par 2 vos rendements. On est sur des rendements nets à terme. Donc bien sûr, c'est des placements en logistique qui sont plus risqués que si on va sur de l'obligataire ou sur des livrets. Mais néanmoins, on va aller chercher des rendements beaucoup plus importants. Tout comme les SCPI, tout comme le résidentiel, le logement en France ou Paris, ou les TRI sur 10 ans, là on est sur 20 ans, sont tout de même très parlants. Alors il y a des notions de base, on en a parlé, rendement brut, rendement net, locatif, et puis le triple net. Quand on encaisse un loyer et on a un coût d'acquisition, c'est donc le rendement brut. Le rendement net, c'est lorsque on défalque en fait nos charges, tout simplement. Et puis il y a le rendement triple net ou net de fiscalité en fonction, bien sûr, de votre fiscalité, de votre taux marginal d'imposition. Et puis on parle de rentabilité. La rentabilité, elle est souvent constatée à la fin, lorsqu'on vend un bien, puisque c'est quand on prendra en compte la plus-value ou la moins-value du bien. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus parlant. J'achète un appartement sur Colmar, 200 000 euros. J'ai des loyers de 12 000 euros par an. J'ai donc un rendement brut locatif de 6%. Donc là, super, monsieur et madame, tout va bien, ont acheté ce super appartement, ils disent j'ai fait une bonne affaire. Sauf qu'ils ont oublié de noter que pendant cette année, ils auront 4 000 euros de charges. Des charges qui sont liées à des travaux, à la taxe foncière, à différentes aux assurances. Donc on tombe à un rendement locatif net, puisqu'ils ont déboursé ces charges-là, de 4%. Et puis enfin, monsieur et madame, tout va bien, ils sont tous les deux employés en CDI, tout va bien. Ils ont un taux marginal d'imposition de 30%.
Et bien sûr, ils ne passeront pas au travers des prélèvements sociaux de 17,2. Donc au final, les 8 000 euros restants de loyer net seront soumis donc à 47,2% de fiscalité en total. Et donc on arrive sur un rendement locatif triple net de 2,11%. En ce moment, on se dit finalement ces 200 000 euros, il aurait mieux fallu les mettre sur un livret A à 3%. J'aurais fait une meilleure action. Tout ça pour vous dire que l'analyse de votre bien et de la rentabilité du bien, elle est très personnelle. Là, c'est un cas de figure avec une TMI à 30% et sur un locatif simple, lorsque je mets en location un bien sur Colmar, classiquement. Et on va distinguer la rentabilité. La rentabilité, si à la fin, effectivement, je déprécie mon bien, je revends mon bien avec une moins-value de 2,11%, c'est-à-dire environ, là, dans ce cas-là, 4%, 4 000 euros, pardon, j'aurais fait une opération nulle. J'aurais rien perdu, mais j'aurais rien gagné surtout. L'objectif d'un investissement, c'est quand même de s'enrichir. Et au contraire, effectivement, s'il se valorise de 3%, sa rentabilité alors sera de 5,11%. Alors, le mode de détention. On va parler de choses qui sont quand même très intéressantes et le mode de gestion. Quand on achète un bien, on n'achète pas forcément classiquement un bien sur Colmar, où je mets un appartement en location. Il existe évidemment différentes typologies de biens, on l'a remarqué, dans différents secteurs d'activité, mais aussi des modes de détention qui vont être différents. Si je l'achète à travers une SCI, qu'elle soit à l'IR, à l'IS, si je l'achète à travers une SRL de famille, si j'achète uniquement la nue propriété. Ou encore, si j'achète, au lieu de ça, j'achète des SCPI qui sont en France ou à l'international. Je peux les acheter via une SCPI à l'IS, une SCI à l'IS aussi. Si j'ai un bail commercial ou un bail classique, voilà, je fais référence à la location meublée non professionnelle. Si j'achète, effectivement, je parlais de nue propriété, d'usufruit. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de combinaisons possibles qui est forcément... Le point de départ, c'est une analyse de la situation pour aller et opter vers la solution qui va vous correspondre. Il faut sortir, on va dire, du schéma classique de l'immobilier, acheter un appartement, le mettre en location. Et c'est ce que j'aime bien présenter, moi, à mes clients. C'est cette roue de l'immobilier qui sont finalement tous les champs des possibles. On peut faire du déficit foncier, de la nue propriété, acheter des SCPI. Faire de la location meublée non professionnelle en résidence gérée ou de la location simple, comme on peut l'imaginer. Tout ça aura un impact qui soit budgétaire, fiscal, à la fois peut-être même si on pense demain mode de détention et mode de gestion liés à la succession, à la transmission. Tout ça, ce sont des points de réflexion qui sont absolument importants. Alors, je vais vous présenter quelques exemples, plutôt de continuer dans les grandes théories. Les exemples sont souvent plus parlants. Je vais vous parler donc toujours de Monsieur et Madame Tout va bien. C'est un exemple assez similaire qu'au premier. J'achète un appartement de 100 000 euros. Voilà. J'ai un peu plus détaillé cette fois-ci les charges. J'ai donc un loyer net de charges de 9 000 euros. On a un rendement de 4,5%. Et là aussi, j'ai une TMI de 30%. Donc, j'arrive à un rendement triple net de 3,37%. Même exemple que finalement qu'avant. J'ai juste cette fois-ci, deuxième exemple, augmenter la TMI. On imagine que monsieur maintenant et madame vont vraiment super bien. Hein. Et du coup, ils ont un peu augmenté leur revenu de référence. Ils sont tombés dans une TMI à 41%. On se retrouve effectivement à ce moment-là avec un rendement triple net de 0,88%. On est proche de zéro. Okay. Cette situation, je la constate des dizaines, pour pas dire des centaines de fois dans mon métier. C'est lorsque on analyse un bien, une situation, en fonction là, je crois souvent dans mon métier des gens qui se sont créés un patrimoine immobilier et qui, au bout de 10 ans, 15 ans, se disent « Ouais, mais Fanny, finalement, je paye quand même beaucoup d'impôts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et ça, c'est effectivement un point qui est très important, c'est d'analyser finalement quel est l'impact fiscal et comment est-ce que je peux régler cette situation.
Là encore, j'ai rajouté un peu d'IFI parce que ce patrimoine immobilier est important chez monsieur et madame va super bien, mais ce qui peut être aussi le cas de nombreux clients. Je donne un autre cas pratique, la résidence gérée en LMNP, la location meublée non professionnelle. La location meublée non professionnelle permet, en résidence gérée, effectivement d'obtenir des loyers bruts, un exemple de 7 500 €, mais pour lesquels je ne vais avoir aucune charge de copropriété, aucun travaux, aucun frais d'assurance et uniquement une taxe foncière. Pourquoi ? Parce que le bail est passé avec un professionnel et c'est donc le professionnel qui gère. Et eux me garantissent souvent pendant un bail ferme de 11 ans des loyers avec effectivement 0 frais de gestion, 0 travaux et effectivement aucune assurance. Donc je me retrouve avec un loyer net de 7 000 €. Ok. Là-dessus, donc j'ai un rendement net de 3,5%. Et là-dessus, là, on a des experts comptables dans la salle. Hein, je pense que vous allez me conforter là-dedans. Nous n'aurons aucune fiscalité puisque nous ne rentrons pas dans les catégories de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on a le droit à un amortissement qui me permet de ne payer aucune fiscalité et aucun prélèvement social. Donc, mon rendement triple net de ma fiscalité est de 3,5%. Il est identique que ma rentabilité nette de charge. Voilà. Un autre exemple, dans le cas où j'ai déjà une fiscalité qui est importante, où j'ai besoin d'avoir des revenus complémentaires à horizon peut-être 10-15 ans, cette stratégie est une stratégie qui peut être retenue, ne pourra pas alourdir ma fiscalité. Je reviens sur un autre exemple, les SCPI internationales. Je fais la même acquisition pour 200 000 €. J'ai des loyers bruts, donc la SCPI a un rendement brut de 5%. Donc j'ai 10 000 € tous les ans de loyer. De la même manière, j'ai pas de frais de gestion puisque c'est la SCPI, la société de gestion qui va gérer l'ensemble des charges de copro et ce qui m'est versé est net de charges de copropriété. Donc j'ai effectivement un rendement net de charge toujours de 5%. Et évidemment, je vais avoir un léger frottement fiscal qui s'appelle, qui est des accords qui sont passés entre les différents pays puisque mes SCPI sont passés à l'international. Donc, je vais avoir un rendement net de fiscalité de 9 000 €, donc 4,5%. Voilà. Encore un autre exemple qui montre que cette typologie d'investissement va être dédiée aussi à une stratégie de diversification où on va aller chercher des rendements qui sont nettement plus sympas que l'appartement, le T3 que j'ai sur Colmar quand j'ai une TMI à 40%. 41, pardon. Voilà pour l'exemple sur les SCPI. Et je voulais effectivement parler un peu plus de mon métier qui est d'arbitrer. Souvent, on arrive dans des cas de figure où on a des clients qui sont en phase soit de création d'un patrimoine immobilier. Donc là, on analyse ensemble le bon bien, à quel moment on peut investir. Mais souvent, on est aussi dans des cas où on a déjà un patrimoine et un parc immobilier de créer. Et l'objectif, effectivement, c'est de créer une vraie étude de marché, de calculer les différentes rentabilités qu'on a pu voir ensemble, de voir quel est l'impact fiscal sur l'impôt sur le revenu et sur l'IFI, l'impact successoral que ça peut avoir et l'étude des plus-values ou moins-values potentielles à la revente. Effectivement, après de s'occuper de la vente du bien, et là c'est une activité d'agence immobilière classique, je dirais, des visites jusqu'à l'acte notarié, en passant par du compromis, etc., bien sûr. Et la stratégie, tout ça tient debout si effectivement on remploie des fonds et on rebascule vers un autre support, un autre actif, qu'il soit immobilier ou financier. Et c'est à travers effectivement les exemples que je vous ai précédemment présentés qu'on va pouvoir déployer une stratégie qui correspond à la situation et aux objectifs de nos clients. Alors il y a moi, mais il y a Jérôme au fond de la salle qui hoche de la tête depuis avant, qui est associé également et fondateur du cabinet VIA. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jérôme. Non, j'ai été très... je ne sais pas si j'étais rapide ou pas. Voilà.
Est-ce que vous avez peut-être des questions plus spécifiques sur l'immobilier? Est-ce que, de toute façon, je me tiens à ma disposition après pour... Oui. Eh ben, en fait, je ne sais pas vous répondre parce qu'en fait, elle est sur mesure, elle est unique en fonction de votre situation. La stratégie, elle sera toujours de base de diversifier en fonction, je dirais, de votre patrimoine déjà existant, mais j'ai pas aujourd'hui de solution toute faite à vous présenter, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Ce qui est certain, c'est que l'immobilier, vous avez vu qu'avec des rendements au mieux entre 4,5% et 5%, on va aller contrer à minima voilà, l'inflation. On est quand même sur un actif qui est tangible, voilà, où on va pouvoir, c'est concret, on sait où ça se situe, on va pouvoir analyser le marché, on va pouvoir trouver on sait comment il est indexé, on l'a bien vu hein, sur les indices des loyers, les références des loyers. C'est le seul actif aussi qui est où on peut avoir recours au levier de l'emprunt. Et ça, même si effectivement les taux d'emprunt augmentent, à tous mes clients, je vais conseiller, s'ils sont en capacité d'emprunter à taux fixe, évidemment, parce que même si effectivement l'impact de l'inflation, c'est une dévalorisation de l'euro, c'est une dévalorisation de la dette également. Donc quand j'emprunte, si j'emprunte à 3% et que j'ai une inflation à 6%, finalement, j'ai toujours un gain. Donc j'encourage à tous mes clients, ils sont en capacité d'emprunter dans cette période-là. Et on aura toujours le temps, au moment voulu, quand les taux redégringoleront, d'aller chercher un courtier qui vont pouvoir retravailler de nouveau et ils seront très heureux d'aller négocier nos prêts. Voilà. Donc à la fois, effectivement, le levier de l'emprunt, un actif qui est tout à fait tangible et puis qui est indexé sur l'inflation. Donc pour moi, c'est aujourd'hui un incontournable dans cette période, effectivement. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. C'est aujourd'hui que si vous êtes en capacité d'emprunter, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Jérôme, tu as quelque chose à dire? Je sens que tu... Non, les taux, c'est ce qui a freiné beaucoup de choses. C'était l'objectif. On a eu l'idée d'un mort des 1%, mais l'anomalie, c'était d'emprunter à 1%. Emprunter à 2,5%, c'est pas où en réalité. Quand on connaît l'histoire, quand on a quelques décennies d'histoire, 2,5% c'est tout à fait normal, surtout à taux fixe. Ouais. Mais c'est emprunter à 1% qui était bizarre. Ça reste tout à fait... On a connu des 12, 14, 15... Et l'augmentation des taux, c'est une vraie volonté de la Fed, de la BCE, des banques centrales. Leur objectif, c'est de ralentir les investissements. Donc c'est ce qu'ils cherchent à faire pour faire baisser la demande, pour que l'offre réussisse à se réajuster. Mais bien au contraire, si vous en avez les capacités, vraiment emprunter. Voilà. Merci pour votre écoute.